Ceci est le corps de l'infini. Il octroie un pouvoir illimité à celui qui le possède et y pose les 6 pierres de l'infinité. Celui qui le détient peut détruire l'univers d'un claquement de doigts. Et c'est aussi une gourde. Je ne plaisante pas, c'est un vrai produit dérivé officiel de Disney qui a été distribué durant l'été des super-héros à Disneyland Paris. Ok, Disney, vous avez déjà quelques produits dérivés ayant un goût douteux, genre des oranges à l'effigie de Star Wars, ou des costumes blackface de Vaiana. Mais là, quand même, c'est un instrument de génocide qui a traumatisé toute une génération, là. Je veux dire, c'est pas comme si vous faisiez une tirelire à l'effigie d'Auschwitz. Puis merde, j'ai l'impression que le mien, il y a encore un petit goût de Peter Parker. Il a jamais eu autant de saveur, le petit. Je n'ai pas été tendre du tout avec le Marvel Cinematic Universe, soyons honnêtes. J'ai trouvé Spider-Man Homecoming pas terrible, leur façon de formater leurs films vont dans une impasse qui empêche la liberté artistique au profit d'un plan pas si primordial que ça, et leur modèle s'impose, influence sur l'industrie du cinéma pour le rendre encore plus mercantile et invivable pour les créatifs. Mais bon, après, je ne vais pas mentir, j'aime quand même le MCU. Même pas en tant que plaisir coupable ou quoi, non, je pense sincèrement que Marvel a su maintenir un certain niveau de qualité qui fait qu'on est très loin de la sombre période de Batman et Robin ou des films 4 fantastiques de Tim Story. Je continue à dire qu'ils sont loin d'être les meilleurs dans le domaine du super-héros. Je veux dire, meilleur film de super-héros de 2016, toujours X-Men Apocalypse, meilleur film de super-héros de 2017, j'hésitais à mettre les Gardiens de la Galaxie 2, mais finalement ça me paraît clairement être Lego Batman. Faudrait que je fasse un Fermez-la essai sur celui-là, histoire de montrer que c'est vraiment le meilleur film Batman, tiens. Et cette année, malgré 2 très bons films du MCU, le podium est partagé entre Les Indestructibles 2 et le seul film Marvel à ne pas être du MCU. Et oui, les dessins animés ça compte. Je vais même dire, le genre du super-héros marche mieux en dessin animé qu'en live, donc peut-être qu'il devrait plus se concentrer là-dessus. Et l'année prochaine, t'as Glass qui est parti pour tout défoncer, donc c'est un peu mort. Les films de Marvel Studios sont bons, juste très surestimé. Et ça, je suis loin d'être le seul à le dire. Car avec le succès grandissant du MCU et ses simili, un certain ras-le-bol a éclaté parmi les spécialistes du cinéma et les critiques. Ras-le-bol que je comprends, mais qui part souvent vers un extrême inverse, qui amène à des critiques injustes, même du côté des fans du MCU. Et nous allons traiter de tout ça dans une liste des 6 critiques les plus exagérées sur le MCU. C'est une critique très populaire et parfois abusive sur les films Marvel et les films voulant reprendre leur formule, l'abondance d'humour. Et soyons honnêtes, c'est le cas. Il y a beaucoup d'humour et ça peut être contre-productif. Mais le problème de l'humour est en fait plus complexe. En soi, mettre de l'humour dans un film, c'est pas un problème, mais il y a un humour qui est bienvenu et un humour qui lui est contre-productif. Même s'il arrive à faire rire. L'humour bienvenu est l'humour qui sert le scénario, les personnages et les thèmes. Par exemple, dans Avengers 2, le concours du marteau. C'est une scène amusante qui crée un sentiment de fratrie entre les Avengers et met en place une certaine hiérarchie de sagesse. Thor est bien sûr le plus digne, c'est le personnage qui n'a pas d'évolution car il est un peu le modèle de ce film, et ça va avec le fait qu'il est celui qui pense au meilleur de la Terre sur le long terme, comme tout bon roi. Là où Tony Stark est avant tout dans la réaction et la protection abusive, Natasha et Bruce veulent juste la rédemption et être acceptés, Clint fait le bien à son échelle, et le seul ayant une chance est Steve, car il pense au bien pour le bien en soi. Et en plus de ça, ça présente bien leur caractère. Clint le mec cool, Tony l'imbu de lui-même, la passive Natasha, ou Bruce le mec qui essaye d'être cool mais est juste mignon. Et bien sûr, la thématique principale du film est posée. Est-ce que nos héros sont vraiment dignes d'en être ? Et quand le gag revient, ça crée un moment très drôle, mais aussi logique avec le personnage de Vision qui se montre comme un idéal des Avengers, ce qui servira durant la bataille finale en plus de ça. Et le gag se conclut avec la discussion entre le trio principal qui confirme que leur amitié perdure malgré tout ça. Mais si on mettait le marteau dans un ascenseur, il le montrait quand même. L'ascenseur n'en serait pas digne. Premier étage. Pour Asgard. Merde. Allô, Endal? Ouais, tu pourrais me retrouver le marteau? Ouais, j'ai fait le test de l'ascenseur.
Excuse-moi, je voulais tester, hein. Comment je pouvais savoir que l'ascenseur était digne, moi? Ou, autre exemple, le célèbre moment où Loki se fait défoncer par Hulk. Gag que beaucoup trouvent trop cartoonesque, mais qui marche, car Loki a toujours été trop bavard et imbu de lui-même, ce qui est son plus grand défaut d'ailleurs. Et Hulk a toujours été un gros bourrin, donc le résultat est évident. Mais aussi, ça montre l'évolution des Avengers, où ils ont tous eu un affrontement direct avec Loki, qu'ils ont tous gagné. Steve en duel armé, Natasha en duel de manipulation, Coulson en duel de la conviction, Tony en duel de rhétorique, Thor en duel d'émotion, Clint en duel de ruse, et Hulk, enfin, en duel de puissance. Piètre dieu. Donc ça, c'est un humour qui marche et renforce le film. L'humour qui ne marche pas, c'est l'humour qui dit grosso modo « T'as vu, les super-héros, c'est trop de la merde !» Cet humour-là est juste cynique. Il fait comprendre que les mecs qui font ces films ne croient pas trop en leurs super-héros, voire pas du tout. Soit ils les ridiculisent dans leurs moments les plus iconiques, comme ce moment de Doctor Strange, la scène de Central Park d'Homecoming, ou tout le film Thor Ragnarok, soit ils disent carrément « C'est con les super-héros, t'as vu ?» La ville s'est envolée. On combat une armée de robots et... je n'ai que des flèches et un arc. Et tout ça n'a aucun sens. Merci Sam. C'est pas moi qu'il faut remercier. Remercier un drone, tu rigoles? Il s'appelle Aile Rouge. C'est pas pour ça que je vais le remercier. Il est gentil, fais-lui un bisou. Monsieur, Docteur, monsieur docteur, je suis Strange. possible. T'es là à te balader avec cet attirail ridicule, à foudroyer des bagnoles, à te faire appeler le choqueur. Je suis le choqueur, je choque méchamment. Quoi, on fait du cash ici? C'est quoi son problème, monsieur Stark? Il vient de l'espace et il est venu voler son collier à un ami magicien. Et oui, c'est un gros problème. C'est la différence entre rire avec et rire de. Rire avec rime avec s'amuser avec les personnages dans leur aventure et s'y attacher pour qu'on ait envie qu'ils gagnent. Rire de rime à se foutre de la gueule des personnages et ça amène un détachement où on n'a plus aucune émotion pour eux. Le film nous amène à les mépriser et à mépriser ce genre de film, qui est le produit principal que Marvel nous vend. Non mais ça va, j'ai pas fait Harvard et Yale pour devoir croire en super-héros. Le détachement ironique, c'est aussi important pour un adulte. Si tu sais que tu fais des produits débiles pour des gens débiles, t'es pas débile. T'es un gros connard cynique qui prend tout un genre du cinéma de haut, mais tu n'es pas débile. Sur ce, je te laisse, j'ai plus le temps, désolé, je dois aller vendre quelques gourdes de Gand de l'Infini et des tirelires d'Auschwitz. Salut! Je veux dire, vous nous vendez de la merde en nous disant que c'est de la merde. Donc pourquoi on en mangerait? Ah, et aussi, vous savez quel film utilisait beaucoup ce style d'humour? Les 4 Fantastiques de Tim Story. Pas vraiment un exemple à suivre. Après, même cet humour peut être bien amené, mais à un certain niveau. La trilogie Iron Man reposait pas mal sur une forme de satire sur le modèle super-héroïque, en montrant un héros immoral qui devient un super-héros, plus pour la classe que pour la conviction de faire des choses bien, donnant du sens au cassage d'iconisation à certains moments du film, qui là devient une construction par l'erreur. Le 2, par contre, il en abuse et devient juste chiant. Vous savez, la question qu'on me pose le plus souvent, c'est comment tu fais pour pisser avec l'armure. Je fais comme ça. Iron Man 2, toys available now. The new Iron Man 2 collection. Aussi, le ridicule et le décalage des personnages dans les Gardiens de la Galaxie illustrent mieux leur immaturité et le fait qu'ils n'ont pas du tout la carrure de sauveurs, mais qu'ils font tout de même l'effort de l'avoir, amenant un arc pour qu'ils deviennent enfin des héros. Mais les exemples que j'ai illustrés tout à l'heure n'ont même pas ce but de déconstruction du héros ou d'évolution de personnage. Dans le cas de Thor Ragnarok, ça empêche carrément la moindre évolution. C'est juste gratuit et te fait demander, si t'aimes pas les super-héros à ce point, pourquoi tu fais un film là-dessus? Tu n'avais qu'une seule chose à faire. Une seule. D'ailleurs, en parlant de déconstruction... Iron Man 3 s'était annoncé au travers de ses bandes annonces avec un ton beaucoup plus sérieux que les 2 premiers films et promettait en grand méchant le Mandarin, le méchant le plus connu... Rectification, le seul méchant connu d'Iron Man. Si, le seul. Dites-moi le nom d'un méchant Iron Man qui n'est pas le Mandarin pour voir. Et d'ailleurs, même si vous avez vu les 3 films Iron Man, vous serez incapable de les citer. Quoi ça? Tu te dis fan de Marvel et tu ne connais pas les ennemis classiques d'Iron Man comme... le Mandarin. Encyclopédie libre. Non, fuck. Mais une fois le film sorti, on découvre que le film était en effet plus dramatique, mais aussi plus humoristique. Et surtout que le faux mandarin qu'on nous vendait était une diversion, un faux méchant inventé de toutes pièces et incarné par un acteur has-been. Non, je ne critique pas Ben Kingsley, je dis juste qu'il joue un acteur qui est has-been, voilà, nuance. Donc forcément, cette révélation a déçu énormément de monde, et certains considèrent même Iron Man 3 comme le plus mauvais de la trilogie, juste pour ça.
Alors que c'est tout le contraire. C'est le mieux mené en termes de mise en scène, le plus créatif en termes d'action, le plus maîtrisé dans le concept et la déconstruction de la figure super-héroïque, étendant la satire au reste du récit même, notamment avec la révélation du mandarin qui, oui, je le dis, est une superbe idée. Un terroriste qui effraie les États-Unis, qui se révèle être une mascarade pour cacher les saloperies de personnes importantes qui cherchent à prendre le contrôle du pays. C'est un message incroyablement osé et terriblement d'actualité. Surtout que, voilà quoi. C'est probablement pas fait exprès, vu l'époque, mais le méchant qui a mis au point ce plan, il est drôlement blond et bronzé, non? Presque orange. Oh, mais nous, on voulait le mandarin. Pourquoi faire? Le mandarin dans le comics est un méchant qui, autant il s'accorde dans le MCU, mais il ne s'accorde pas dans la trilogie Iron Man, parce que, oui, il faut quand même que les trilogies gardent leur logique thématique et stylistique interne, parce que sinon tu te retrouves avec des anomalies filmiques. Oh, Thor Ragnarok. Pourquoi il a fallu que tu sois aussi bien mené en mise en scène et aussi fun? Tu pouvais pas être pourri pour que je puisse me permettre de détester tout ce que tu as fait à mon film pré-Avengers préféré? Et justement, dans le style de la trilogie Iron Man, et sachant que les 9 anneaux étaient introduits dans le premier film en tant qu'organisation terroriste à la Al-Qaïda pas vraiment impressionnante, et ben si on avait assumé le mandarin, il aurait été comme le méchant terroriste du premier film que tout le monde a oublié, et qui doit être dans le top des pires méchants du MCU, avec l'elfe noir machin et Shocker. Aussi, là je m'adresse à ceux qui font ce genre de critiques, si vous vous plaignez qu'on ne respecte pas le personnage du mandarin, mais que vous fermez votre gueule pour pratiquement tous les méchants du MCU, Thanos compris, ou même pour des personnages comme Venom, eh ben je comprends pas du tout vos critères, hein. Je veux dire, tout le monde dit à quel point le vautour dans Spider-Man Homecoming et Loki sont cool, mais ils n'ont rien à voir avec les comics non plus. Et ce sont pas des petits méchants anecdotiques, quoi, ils sont plus importants dans le monde des comics que le mandarin. C'est comme ceux qui disent que Venom est une meilleure représentation du personnage que dans Spider-Man 3, alors que... putain, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Spider-Man 3 respecte l'icône, le thème, la fonction et l'histoire de Venom, là où Venom le film reprend que le design pour faire un mélange entre The Mask et un film d'animal caché des années 90 avec un Eddie Brock Garisto. Sérieusement, Eddie Brock Garisto qui dresse trop facilement Venom en disant « Pas bien Venom, c'est une bonne représentation pour vous !» La scène où il bouffe du homard encore vivant est bien plus débile que la danse d'Imo Peter qui lui au moins n'avait pas une musique effrayante par-dessus. Get on with it. Yes, get on with it. Excusez pour la petite critique qui commençait à devenir un petit peu hors sujet. J'ai toujours le film en travers de la gorge, non mais... Je veux dire, il y a du monde pour se plaindre de la prononciation du nom de Ra's al Ghul, mais par contre, toutes les trahisons de Venom, là, il n'y a plus personne, hein. Get on with it. Pardon. Pourquoi vous chiez des bulles pour la moindre différence? Pour applaudir des films qui sont encore plus différents? Encore mieux si vous avez un problème qu'on change le mandarin en un faux méchant joué par un acteur déchu, mais que vous avez zéro problème qu'il soit joué par un acteur qui n'est pas asiatique, et qui est clairement réécrit pour être un terroriste du Moyen-Orient. Vous êtes très con, excusez-moi de le dire. Ça respecte même plus le nom, quoi. Le mandarin, qu'est-ce que vous croyez que ça veut dire? Mais on nous avait promis le mandarin dans les bandes annonces et de la publicité mensongère. Bon alors déjà, si c'est le cas, c'est pas de la faute du film, hein, c'est de la faute de l'équipe marketing. Mais surtout... justement, il fallait qu'on vous promette le mandarin pour que cette révélation surprenne. Je veux dire quoi, vous voulez que la BA vous gage un twist comme la B1 d'un film Terminator? Non, désolé, cette révélation était très bien menée et apporte du sens satirique approprié au lieu de juste faire un classique combat entre Iron Man et un méchant de la semaine qui sera vite oublié. Je vais même dire, faire ça avec le mandarin, c'est parfait, sachant que son personnage était à la base une caricature raciste pour de la propagande. Et là, ils le déconstruisent un peu de la même façon que Marvel a déconstruit Captain America quelques films plus tôt, en assumant et même critiquant que c'est de la propagande qu'on utilise pour manipuler. Et le méchant qu'on a eu au final, il était cool en plus. Il était vicieux, il attaquait Tony personnellement. Conceptuellement, il était un Tony Stark inversé, un mec qui est né sans héritage, qui a dû se construire pour devenir célèbre et qui ne porte pas d'armure. Il modifie directement son corps pour devenir un super. Il force la nana à être avec lui là où Tony l'a laissé choisir, etc. Je trouve sincèrement que c'est un méchant sous-estimé car il faisait le boulot tout en étant fun. Pas forcément besoin de le rendre dramatique ou touchant comme les autres grands méchants du MCU. Quelquefois, assumer d'en faire un connard fun et voilà, bon méchant. Mais les fans n'ont pas aimé cette idée et cette exécution pertinente. Ils veulent pas un bon truc, ils veulent l'idée précise qu'ils ont en tête. Et ils s'en sont tellement pleins que Marvel leur a donné la tétine en confirmant l'existence d'un vrai mandarin dans le court-métrage All Hail the King, où le fameux mandarin de Ben Kingsley se fait capturer par les hommes du vrai mandarin, promettant un méchant qui ne viendra jamais, car la trilogie Iron Man est bouclée, mais au moins on a tué une intention artistique fascinante pour du fanservice. C'est ce qui compte, non? Faire plaisir à des fanboys qui ne savent même pas ce qu'ils veulent ou ce qui est bon pour eux. D'ailleurs, un autre truc qu'on reproche à Iron Man 3, un des meilleurs films du MCU, ouais, je l'ai dit. Alors, ouais, conceptuellement, ça semble être l'inconvénient d'un univers partagé. Quand tu vois que tous ces héros existent dans un même univers, tu te demandes pourquoi ils interviennent pas. Je veux une bagnole. Les filles en sont dingues.
C'est pour ça que Superman bosse seul. Attends, Superman existe dans ton monde? Donc il était où quand la ville de Gotham était sous la glace? Mais en vrai, cette critique repose sur la diégèse. Et la diégèse repose sur notre perception. Et si on part du principe que les Avengers pourraient intervenir dans tous ces scénarios, eh ben on peut aussi partir du principe qu'ils ne peuvent pas intervenir pour X raisons. Quelque chose qui nous échappe parce que ça se passe hors champ. Et pour le démontrer, on va prendre tous les films où cette critique s'applique et montrer qu'elle n'a pas lieu d'être. Donc cette critique s'applique principalement aux films de la phase 2, vu que dans la phase 1 les Avengers n'étaient pas encore formés, et la phase 3 commence sur la dissolution des Avengers à cause de Civil War, et la quasi-totalité des héros devant faire profil bas car ils sont fugitifs maintenant. Et dans les films de la phase 2, on exclut les Gardiens de la Galaxie qui ne se passent pas sur Terre, Avengers 2 pour des raisons évidentes, et Ant-Man parce qu'il l'explique. Je crois que ce qu'on a de mieux à faire, c'est de prévenir tout de suite les Avengers. J'ai passé la moitié de ma vie à empêcher Howard Stark de s'approprier cette invention. J'ai pas du tout l'intention de l'offrir à son fils, si tu vois ce que je veux dire. Tu les sens, les scénaristes qui répondent directement à une critique de fanboy chipoteur là, hein? Alors, Iron Man 3. Pourquoi les autres Avengers n'interviennent pas? Bon, déjà, Thor n'est pas sur Terre. Il est occupé à remettre de l'ordre dans son royaume d'Heroic Fantasy à petit budget. Dans un film à gros budget. Grosse merde de Thor 2. Ensuite, Hulk. Surtout pas malheureux! On a des situations d'enquête, d'infiltration et de sauvetage. On ne va pas prendre le risque de faire tuer le président dans un dommage collatéral, merde. C'est comme jouer à Dr Maboul avec une tronçonneuse. Ensuite, Captain America et les deux autres. Désolé Natasha et Clint, hein, je vous aime beaucoup, mais dans les Avengers, vous êtes un petit peu les deux autres. Donc ces trois-là sont dans la même situation. Ils bossent pour le Shield. Et donc, s'ils ne sont pas occupés dans une autre mission importante, le gouvernement a une taupe qui fait en sorte que le président et Tony ne reçoivent pas d'aide, donc probable qu'il empêche le Shield d'intervenir. Ensuite, Thor 2. Bien que le film se passe principalement sur d'autres planètes, le final se passe à Londres. Donc, appelons les Avengers. Ce stupide Shield, m'en rappelle pas? Bon, bah ça c'est fait. Aussi, ils ont pas le temps d'aller chercher les Avengers ou d'apprendre à Thor d'utiliser le téléphone et trouver comment contacter les Avengers, car la fin de l'univers c'est demain, donc on fait ça, ok. Oh, regardez, j'ai dit du bien de Thor 2, et cette fois mon cerveau n'a pas explosé. Waouh, ça doit être un exploit depuis quand j'ai 2 caméras, moi? Et enfin, le soldat de l'hiver. Steve est en mission sur le sol américain durant plusieurs jours, et il a besoin urgent d'alliés. Ok, appelons Tony. Ah bah non, il est dans une phase de crise existentielle. Même Marvel n'était pas sûr de savoir s'il était toujours en activité super-héroïque ou pas. Putain, tu fais chier Sean Block d'avoir fait évoluer le personnage et lui apporter une conclusion. Comment on fait maintenant, nous, pour qu'il fasse des conneries et qu'il foute la merde comme avant? Ok, bah contactons Thor alors. Putain, Thor, procure-toi un téléphone, merde! Surtout qu'aux dernières nouvelles, il n'était pas aux États-Unis. Et la mission nécessitant de la discrétion, ce serait pas idéal. Hulk, ça aurait bien aidé, mais pareil, comment le contacter? Il est officiellement fugitif et il a pas l'air assez social pour avoir un téléphone. En fait, quand t'es fugitif, t'évites les téléphones tout court. Et encore une fois, discrétion, donc c'est un peu mort. Bon bah, ça c'est fait, bah nickel. Clint, je sais pas, mais pareil, le Shield peut tout simplement l'envoyer dans une mission pendant ce moment. Et puis en plus, techniquement, je suis dans le même univers cinématographique que ma mère, est-ce que je la vois débarquer à chaque fois que j'ai un rhume? Non! Donc lâchez-moi! C'était quoi encore cette merde? Le seul que je comprends pas, c'est Nick Fury dans Civil War. Je veux dire, il avait l'air de diriger la base des Avengers la dernière fois qu'on l'a vu, et dans Infinity War, tu vois qu'il supervise toujours le Shield avec Maria Hill, donc pourquoi il était pas là durant le moment le plus important de l'organisation qu'il a créé? Même Maria Hill n'est pas là, je veux dire, ne laissez pas les gosses seuls à la maison, les gens, ça finit toujours mal. Mais bon, voilà, on a un univers entier de possibilités. Donc du coup, ça déborde d'excuses pour que les Avengers n'interviennent pas. Mais comme toujours, quand un film nous laisse de la place pour imaginer, eh ben on préfère se plaindre qu'on nous explique rien au lieu d'en profiter, et comprendre que ces histoires n'ont pas besoin de rappeler à chaque fois dans quel univers il se passe, laissant au film de la marche pour bien raconter l'histoire de son personnage qui est le sujet principal de ce film solo. Oh tiens, une affiche de Star Wars 7, qu'est-ce que tu fais là? J'aurais besoin d'un peu de sel de larmes de fanboy. C'est dans la cuisine, porte à droite. Et du coup, les films Marvel se sont abaissés à votre niveau en expliquant tout le temps pourquoi les Avengers ne sont pas là. Où est Clint? Quand les accords ont foiré, lui et Scott ont négocié un deal pour leur famille. Ils sont en résidence surveillée. De toute façon, les Avengers sont occupés à faire tomber les cités, comme des météorites. Merci, film, de me prendre pour un con sans imagination. Et le pire, c'est que là, cette fois, on te l'a demandé. Putain, tu fais chier Internet. Et du coup, pour servir d'exemple, je vais appliquer cette logique. Superman était probablement occupé à sauver le monde ou à aller sur une autre planète pendant que Gotham se faisait congeler. Voilà, j'y suis arrivé sans devoir demander à un film de me prendre pour un con. C'est quoi leur excuse du coup? Bon, et sinon, l'autre là, il se grouille, oui, ça fait 1 heure que je l'appelle là. Arrête cette folie escaloquée. Jamais il va tort, le monde doit reprendre l'habitude d'utiliser ses jambes pour leur cardio. Non, il mérite du repos,
Pense aux grands-mères. Elles ont qu'à crever. Toi d'abord. Alors, oui, le succès de Black Panther peut sembler très excessif. C'est un des Marvel qui a le plus rapporté, c'est le premier film diffusé en Arabie Saoudite depuis 35 ans, on en a fait un symbole d'antiracisme et de fierté noire niveau élection de Barack Obama, et Marvel et Disney font du forcing pour que le film ait un Oscar, qui est à inventer l'Oscar du film populaire. Ouais, genre, les Oscars, c'est déjà pas assez superficiel comme ça, hein. Bref, qu'on le veuille ou non, le film a marqué l'histoire. Alors certes, c'est peut-être exagéré, je suis d'accord, oui, mais je commence à voir le backlash contre Black Panther comme une sorte de tendance pour avoir l'air un petit peu dissident, quoi. C'est pas la première fois qu'on a fait ça, on a fait ça pour tous les films populaires, comme Avatar, Le Retour du Roi, Dark Knight, Gravity, même La Reine des Neiges. On peut pas foutre la paix à des Disney pour enfants, quoi. Il faut défoncer ce film que tout le monde aime pour se donner l'impression d'être anticonformiste, ne se rendant pas compte que, c'est une forme de conformisme qu'ils font. Quoi ça? Les gens, ils aiment respirer? Bon, on va dire que respirer, c'est de la merde, c'est de l'exploitation des plantes, et en plus, ça pue, hein. Voilà, t'as vu, je suis trop un rebelle. Alors oui, le film est pas parfait. Certains effets qui sont pas ouf, le scénario fait des facilités pour avancer plus rapidement au lieu de bien prendre son temps. Mon roi. Mon amour. Je te le dis qu'on est ensemble parce qu'on n'a pas le temps de mettre une romance développée entre deux personnages secondaires et que c'est un peu important pour le final. En fait, les romances en général sont pas ouf dans ce film. Même entre T'Challa et elle, là... Je comprends l'intérêt du personnage et tout, mais j'avoue, le personnage est pas ouf et sa romance est pas très intéressante. Et... c'est tout ce que je vois. Le reste du film est excellent, les acteurs sont tous au top, même les personnages secondaires, le scénario est très bien mené, la mise en scène et la musique sont de loin meilleures que tout le reste du MCU, les thématiques, l'univers, le fait que ça n'abuse pas du continuity porn du MCU, bref, c'est exemplaire. Et du coup, les critiques de ce film qui sont de plus en plus nombreuses me paraissent... chipoteurs. Oh, mais c'est juste l'histoire du Roi Lion, le truc! Ouais, le Roi Lion est un bon film avec une bonne histoire intéressante à reprendre, hein, surtout avec une exécution pertinente. Et puis voilà, niveau remake du Roi Lion, c'est déjà mieux que le remake qui sort l'année prochaine, là. Mais bon, après, techniquement, c'est plus inspiré de Henri IV et Hamlet que du Roi Lion, qui... lui-même est très inspiré de Henri IV et de Hamlet. Eh, mais ceux qui disent que c'est le premier super-héros noir, ils ont pas de culture ou quoi? Ils ont oublié Steel ou Blade? Ouais, mais encore une fois... Et il est vrai que Black Panther n'est pas le premier film de super-héros noirs, d'ici les ayant dévancés sur les deux plans, mais le film en lui-même n'a jamais prétendu du contraire, hein, c'est juste les journalistes qui essayent de le rendre plus progressif qu'il l'est déjà. Après, peut-être qu'on pourrait dire que c'est le premier film de super-héros à vraiment accentuer la fierté et l'importance de la culture noire, africaine comme américaine d'ailleurs. Parce que voilà, Blade, à part Wesley Snipes qui est cool et badass, y a pas un grand casting d'acteurs noirs, et y a pas vraiment une accentuation sur la culture noire, donc voilà quoi. Quant à Steel, vraiment, tu veux sérieusement prendre Steel en exemple? Et bonne nuit, monsieur, dame. Eh, mais le film met en valeur une politique à la Trump? Non, c'est tout le contraire même. Le Wakanda a en effet une politique d'isolation, accrochée aux vieilles valeurs traditionnelles et de laisser crever le reste du monde très Donald Trumpien. Mais en vrai, le film critique cette politique en montrant T'Challa regretter de défendre cette tradition et affronter la pire conséquence de cette politique, incarnée par Killmonger, qui n'a pas raison contrairement à ce que disent beaucoup de théories. Au contraire, sa motivation est peut-être noble, aider le reste du monde, mais son plan est mauvais. C'est la même problématique que Magneto si vous voulez, bonne motivation, mauvaise façon de faire. Celle qui a raison, c'est l'autre là, comment elle s'appelle déjà? Nakia, ok. Elle aussi veut aider le reste du monde, mais elle le fait bien, par l'entraide plus que par l'agression. C'est pour ça qu'elle a une romance avec T'Challa, c'est l'idéal qui doit suivre. Oh, mais le film est raciste anti-blanc. Marrant de voir que ces deux dernières critiques s'opposent complètement. Comme quoi, peu importe l'excuse, du moment qu'on dit que le film est nul, hein. Aussi, je renvoie à cette vidéo pour montrer que ces gens sont triggered pour rien. De plus, non, les seuls personnages méfiants et belliqueux envers les blancs sont montrés comme les vrais méchants de l'histoire, ou des mecs trop accrochés à leur tradition qui doivent évoluer. T'Challa, lui, montre l'exemple en collaborant avec un blanc pour le bien du monde et de la paix. Donc il dit au contraire que ce genre d'opposition binaire ne mène nulle part. De plus, les soi-disant agressions anti-blancs rapportées à la sortie du film se sont révélées archi fausses. Et même si c'était vrai, c'est pas la faute au film, vu qu'il condamne justement de mener une guerre contre les blancs. À ce compte-là, The Dark Knight Rises est pire, hein, parce que là, le massacre qui a eu lieu lors de sa première était réel. Pourtant, là, on s'accorde à dire que blâmer ce film serait con, non? Donc, petit conseil pour ceux qui font ces critiques, gardez votre côté militant du dimanche pour vous, hein. Oh, mais ils abusent de références internet. Ils en font que 2 durant tout le film, et c'est justifié.
L'un pour montrer que Shuri s'intéresse à la culture du reste du monde, et l'autre, bah c'est Andy Serkis qui aime bien faire chier les gens. Oh mais le film est excellent pour les standards du MCU, mais sinon ça reste pas ouf. Peut-être. Mais je trouve quand même plus constructif de féliciter le MCU pour son meilleur, plutôt que de l'enfoncer parce que c'est juste le MCU. Justement, en récompensant Marvel pour être sorti de ce modèle limité, pour avoir enfin de vraies ambitions artistiques. Leur taper dessus juste parce que c'est du Marvel, bah ça va pas leur donner envie de s'améliorer. Surtout que voilà, même leurs films médiocres, ils marchent bien quoi. Ces films sont populaires uniquement parce qu'il y a Marvel dans le titre, donc au contraire, encourageons-les à faire mieux pour que les gens puissent du coup découvrir un meilleur cinéma super-héroïque. Bref, lâchez ce pauvre film dont tout ce que vous avez à lui reprocher c'est d'avoir bien marché. Certes, il y a mieux, je l'ai dit moi-même, Les Indestructibles 2 et Spider-Man Into the Spider-Verse restent meilleurs niveau film de super-héros sorti cette année, mais n'enfonçons pas un film juste parce qu'il y a mieux. Il n'y a pas plus snob comme critique. Mais si c'est juste pour faire chier les fans d'un film populaire, eh ben j'ai beaucoup plus efficace et plus fun. Vous voyez le thème principal de Black Panther dans ce film ? Eh ben je peux vous le gâcher en 3 mots. Take on me. Bonne chance pour profiter d'un film qui n'a rien demandé. Donc, Thanos, le grand méchant d'Infinity War qui est un problème assez complexe, du bon comme du mauvais concentré. Il mériterait un Fermella essai à lui tout seul tant son problème est philosophique. Et non, je ne parle pas de son plan. Son plan, on va traiter le problème là maintenant. Donc, quel est son plan ? Exterminer la moitié de la population avec une arme qui lui donne des pouvoirs infinis pour régler les problèmes de surpopulation et de ressources. Motivation intéressante, il veut juste sauver l'univers après tout. Mais plan absurde pour un nombre incroyable de raisons. Il a un pouvoir infini, pourquoi ne pas doubler la taille des planètes et les ressources au lieu de juste réduire la population? Et une fois que la surpopulation reviendra dans une dizaine d'années, parce que oui, des décennies suffit à doubler la population mondiale, c'est arrivé dans notre monde, tu vas recommencer? Et après? Et encore après? Jusqu'à ce que tu sois mort de vieillesse? Sauf si le gant te rend immortel, mais bonjour la vie chiante et monotone quoi. Surtout qu'en plus, le vrai problème des ressources n'est pas tant la surpopulation que la surexploitation des ressources par un pourcentage de la population au détriment du reste. You've got simultaneous epidemics of obesity and starvation. Explain that one. Au final, son plan qui effraie pour sa radicalité n'est pas radical du tout. Elle est même encore plus provisoire que n'importe quelle autre solution. Donc oui, le plan de Thanos est absurde. Mais si vous vous en êtes rendu compte, c'est pas parce que vous êtes des critiques chipoteurs, non, je vous rassure là-dessus. C'est parce que vous êtes des personnes décentes. Donc félicitations, vous êtes une personne qui préfère penser à conserver la vie et l'améliorer plutôt que de tout détruire pour régler un problème provisoire. La seule donnée qui vous échappe dans l'histoire, c'est que si vous êtes des personnes décentes, Thanos ne l'est pas. Je me doute que dire que Thanos est fou paraît faible comme justification, mais Thanos est fou. C'est le titan fou, ce n'est pas son surnom pour rien. Le mec vient d'une planète qui a été détruite par le problème de surpopulation et de limite des ressources. Il avait même un plan pour régler ça. Un génocide. Mais aléatoire, impartial et équitable entre les pauvres et les riches. Mais on lui a refusé ce plan, et la destruction de sa planète n'a fait que lui faire dire qu'il avait raison et les autres avaient tort. Et survivre à la mort de sa planète, ça provoque un sacré traumatisme. Je veux dire, regardez Tony, après avoir vu l'apocalypse en face, il est devenu fou à l'idée d'éviter ça à tout prix. Tu n'es pas le seul pour qui le savoir est une malédiction. Donc il est dans un état psychologique où il ne peut penser à une autre solution. On ne peut pas le raisonner. Tout comme on n'arrive pas à raisonner Tony Stark que son plan de créer Ultron n'était pas une bonne idée, même après qu'Ultron ait menacé le monde. Donc ce n'est pas un problème d'écriture ou quoi, au contraire, scénaristiquement et en termes de personnages, c'est totalement justifié. Donc ça ne peut être reproché au film lui-même. C'est le méchant, il est censé avoir tort par définition. Mais bon, au moins, ça prouve que vous êtes des êtres humains décents. Par contre, ceux qui disent que Thanos a raison sur toute la ligne, moins. Et pour finir, peut-être pas la critique la plus absurde ou la plus populaire, mais la critique où ma réponse va être la plus polémique. Non. Je pense sincèrement que le film est supérieur aux comics. Je regrette rien. Je vais pas faire comme si Captain America Civil War était un chef-d'œuvre. Sa mise en scène est peu inspirée, le scénario part quelquefois dans la facilité, et faire virer Edgar Wright juste pour foutre Ant-Man dans le film, ça valait vraiment pas le coup. Surtout pour ce qu'il y fait. J'aime beaucoup le film pour la partie dramatique, mais je comprends ceux qui ne l'apprécient pas. Mais sinon, non, le comics n'était pas meilleur. Peu importe votre angle d'attaque, le film a fait meilleur que le comics.
Principalement parce que le comic c'est un véritable bordel à chier. Pour plus de détails, je vous conseille la vidéo de Linkara sur les moments stupides de Civil War le comics. C'est un américain mais il existe une version sous-titrée par Mayolek sur YouTube. Mais voici les trucs qu'on dit supérieurs au film alors que pas du tout. Les proportions de destruction. Alors oui, le comics est plus dévastateur. Mais ça en devient ridicule. Ils commettent encore plus de dégâts que s'ils n'avaient pas mis en place cette putain de loi de régulation. Donc peut-être qu'un affrontement amical dans un aéroport vide vous paraît moins spectaculaire, mais ça reste plus logique scénaristiquement. Le débat politique de nos héros. Bien mieux mené dans le film, car plus posé et avec un débat qui n'offre pas de réponse concrète, et laisse un peu aux spectateurs décider en montrant en quoi les deux camps ont raison et tort. Ce qui est plus pertinent que dans le comics, où tout le monde est un connard fini. Parce que c'est écrit par Mark Millar, donc aucun questionnement moral, juste rendre les personnages les plus détestables possibles, car c'est comme ça que Mark Millar fait du réalisme. Je veux dire, dans le film, Tony recrute Black Panther et Spider-Man. Dans le comics, il recrute Venom, un clone robot de Thor, et utilise le bouffon vert pour faire taire un journaliste. Ouais, Tony devient pratiquement un super vilain dans le comics. Là où dans le film, Tony reste Tony, quoi. Malgré qu'il ait régressé depuis Iron Man 3. Non, parce que, ouais, Iron Man 3 avait fait tellement avancer le personnage que Age of Ultron et Civil War, bah, ils se sont retrouvés obligés de devoir régresser le personnage pour qu'il puisse à nouveau faire des conneries qui arrangent le scénario. C'est con, ouais, mais ça reste moins con que de massacrer totalement son personnage pour en faire un antagoniste. Et Captain America n'est pas mieux. Il devient carrément extrémiste et tabasse des héros de son camp, qui voulaient se rendre. Pas le trahir ou quoi, non, juste se rendre. Arrêter de se battre car ça les désespère de combattre des potes. Je veux dire, c'est tellement un connard dans ce comics qu'il fait pleurer le Punisher. Non, je ne déconne pas, il arrive à faire chialer le putain de Punisher. Dolph Lundgren est le pleurnicheur. C'est trop triste. Là où dans le film, Steve reste le mec cool qu'on aime et respecte qu'on ne l'accompagne pas. Et est même sympa avec le petit Spider-Man qui ne connaît pas du tout et qui est dans le camp adverse. C'est courageux. Je peux savoir d'où tu viens? Du Queens. Brooklyn. Et le pire, c'est que dans le comics, après avoir montré Tony comme le pire trou du cul du monde, il gagne à la fin, et tout d'un coup, le comics explique qu'il avait raison depuis le début. Quoi? Dans le film, au moins, tout le monde perd. Et les super-héros sont libres de la loi anti-super-héros, bien que fugitifs. On ne dit pas les super-héros doivent se conformer et être arrêtés, et c'est bien de manipuler, torturer, tuer et trahir toute forme de morale pour accomplir son objectif. Putain que ce comics est à chier. Aussi, le comics a pénance. Pas le film. Rien que là, le film est 1000 fois mieux que le comics. Même niveau questionnement des conséquences d'un duel de super-héros, dans le film, même si c'est surtout de la faute d'un super-vilain, des innocents sont morts de la main d'une Avengers, et pour en sauver un autre en plus. Donc c'est plus ou moins la faute des Avengers que ces gens sont morts malgré le contexte. Et puis c'est sans parler de l'incident avec Ultron. Là où dans le comics, l'incident qui fout le bordel politique a été perpétué par un super-vilain. Durant un combat de super-héros, certes, on peut se plaindre du côté trop cavalier et fonceur de certains héros, mais toujours est-il que ça reste un super-vilain le responsable. Les super-héros n'ont juste pas réussi à l'arrêter cette fois, et ils sont morts dans la foulée. Aucune raison d'en conclure que c'est la faute des super-héros dans cette histoire. Des personnes avec des pouvoirs, peut-être, mais c'est l'univers Marvel, ils ont déjà des lois contre les mutants, et les super-héros sont justement là pour combattre des tarés aux super-pouvoirs, ça n'a juste aucun sens. Je veux dire, vous êtes au courant que les super-vilains existent? Dans le film, au moins, la loi demande juste de superviser les super-héros pour qu'ils fassent moins de dégâts durant des combats après plusieurs incidents diplomatiques. Rien de plus. Assez pour que Captain America se méfie et assez pour que Tony trouve ça nécessaire. Même la nécessité de regarder les autres produits Marvel. Le MCU au moins ne nécessite que 3 films par an pour suivre. Les séries télé restent en bonus et n'interfèrent pas avec les films. Mais dans les comics, un événement comme Civil War touche une dizaine de séries de comics. Et non, ce n'est pas dans la série principale que tu auras tout ce qu'il faut pour suivre l'histoire. Tu dois aussi lire les dizaines de séries de comics qui sont concernées par cet événement. C'est un putain de puzzle, faut un tableau de détective pour suivre. En général, les événements de comics de ce genre, que ce soit chez Marvel ou chez DC Comics d'ailleurs, c'est toujours le bordel pour suivre, parce que même la série principale ne représente que 50% de l'histoire. Pour le reste, faut suivre les autres séries qui... Oh putain de merde! Ce sont des DLC! Oh! Ils ont inventé les DLC! Les fils de pute! Oh, et les répercussions sur l'univers? Au moins dans les films, c'est toujours là. Dans les comics, c'est déjà parti et la seule conséquence concrète, c'est l'annulation du mariage de Peter et Mary Jane qui a été fait pour amener un status quo dépassé depuis 20 ans. Donc ça a plus fait reculer l'univers Marvel que ça l'a fait avancer. Même les scènes individuelles sont meilleures dans le film. Je veux dire, rien que la scène de la mère qui a perdu son fils est bien mieux menée et plus percutante que dans le comics. Bref, je suis désolé de vous mettre cette idée subversive et révolutionnaire en tête, mais...
l'adaptation était mieux que l'original. D'ailleurs, c'est un truc que j'ai jamais compris chez les fans du MCU. Pour eux, il faut absolument respecter l'original, quitte à critiquer d'excellents films pour quelques libertés prises. Mais ces gens sont fans du MCU qui prend tout autant de libertés, voire plus. C'est un truc qui m'a toujours paru absurde, ils sont pratiquement aveugles à tous les défauts de ces films. Suffit de voir tous ceux qui disent que je suis trop méchant avec Spider-Man Homecoming, hein. Je veux dire, comme je viens de le démontrer, j'aime bien les films du MCU, mais il faut reconnaître que ce sont juste des films de divertissement corrects en grande majorité, et rarement de très bons films. Leur mise en scène est basique, sauf Black Panther, leur narration est trop rapide, sauf les Gardiens de la Galaxie 2, ils imposent du fun irréfléchi, sauf Infinity War, et l'humour est souvent mal placé, sauf Iron Man 3. Mais de l'autre côté, faut reconnaître, les scènes d'action sont cool, sauf dans Spider-Man Homecoming, les personnages sont attachants, sauf dans Iron Man 2, les proportions super-héroïques offrent de chouettes visuels, sauf Thor le monde des ténèbres, et c'est cool de voir l'univers Marvel exploré de façon à ce que le public lambda puisse aussi participer. Donc, comme je l'ai démontré, oui, il y a beaucoup à aimer dans ces films, mais ça ne veut pas dire que ces films sont parfaits ou qu'il faut vous décourager à demander mieux. Oui, les films du MCU sont 1000 fois mieux que la sombre période de Ghost Rider et de Catwoman, mais mieux que le pire, on peut faire mieux, je pense. Bon et allez, juste pour le fun, mon top 10 des meilleurs films du MCU. Numéro 10, Thor, pas super ambitieux mais ultra attachant. Numéro 9, Avengers l'ère d'Ultron, chaotique mais bourré de bonnes intentions. Numéro 8, Iron Man 1, efficace et avec de bonnes idées, bien que timide niveau ambition. Numéro 7, Captain America Civil War pour les excellents acteurs et l'écriture des scènes dramatiques. Numéro 6, Avengers Infinity War, pas mal de chouettes visuels et de personnages dramatiques intéressants, mais pas aussi osés et maîtrisés qu'on le prétend. Numéro 5, Avengers, limite une leçon d'écriture sur comment faire un film d'équipe. Numéro 4, Iron Man 3, excellente satire à la Shane Black et très bien menée en termes d'action, d'humour et de personnages. Numéro 3, les Gardiens de la Galaxie 2, incroyablement touchant, superbe visuel, et seul mort du MCU qui reste, ça fait plaisir. Numéro 2, Black Panther, meilleure mise en scène du MCU, univers intéressant, et personnage charismatique, une réussite. Et numéro 1, Captain America First Avengers, un modèle d'écriture de super-héros et mise en scène bien léchée. Et ceux qui sont pas d'accord avec ce classement... Délicieux de larmes de fanboy. Merci d'avoir regardé cette vidéo et d'essayer de stream. Vous vous prenez pour la seule super commodité de la vie de tous les jours qui existe dans ce monde. Madame Elevator, vous faites maintenant partie d'un plus grand univers, même si vous ne le savez pas encore. Putain, vous êtes qui vous? Nick le chat Megaperle, directeur du confort. Ah. Je viens vous parler de l'initiative Ikea. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner. Et si vous voulez soutenir l'élaboration et l'amélioration de mes vidéos, vous pouvez déposer un don sur mon Tipeee ou participer gratuitement à mon Utip, lien dans la description. Merci encore pour votre soutien et à bientôt sur Fermez-la.